tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview dans laquelle on va découvrir le parcours de gens qui ont créé l'impossible dans leur vie. Une nouvelle opportunité pour rentrer dans les baskets de gens qui font des choses incroyables et de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Aujourd'hui, interview mise à jour d'une première interview qu'on avait fait il y a quelques temps en Thaïlande avec Antonio et Ludivine. Deux d'amis à moi qui étaient en voyage en sac à dos autour du monde et qui ont rencontré notre petite communauté un peu farfelue à Bangkok, qui ont adoré le concept et qui ont décidé à leur tour, même si c'était pas du tout prévu, de s'essayer au business en ligne, de s'essayer pour le coup à l'e-commerce. Et après avoir généré des dizaines de milliers d'euros très rapidement, ils ont aujourd'hui 1 an et demi, 2 ans après, fait énormément de chemin et c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans la vidéo. Ce qui me plaît beaucoup, ce qui me plaît énormément, c'est que ce sont des gens qui viennent de chez moi, qui viennent également du nord de la France, de Valenciennes, juste à côté de chez moi. C'est des gens qui n'ont pas du tout de background dans le marketing, dans le business, dans l'entrepreneuriat et qui n'avaient même pas prévu potentiellement d'entreprendre et qui se sont découverts des qualités, des compétences, des peurs, des envies, des désirs et qui ont réussi à faire tout ça très bien et on le communique en passant un excellent moment. Aujourd'hui, ce sont devenus des amis et je suis très content de vous partager leur histoire. Bonne interview à tous, prenez votre plaisir, mettez un énorme like en dessous de cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus d'inspiration, plus d'interviews inspirantes et également plus de plans d'action pour concrétiser votre vie de rêve, réaliser vos rêves de gosse. C'est juste en dessous sur le bouton rouge. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez que j'interviewe quelqu'un qui vous inspire. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aller l'interviewer. Bonne interview à vous tous, à très vite. Eh bien bonjour monsieur dame, comment allez-vous? Ça va et toi? Alors je vais décroper cet écran pour que vous puissiez voir la beauté de ces jeunes gens. Bien le bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Antonio et Ludivine. Antonio et Ludivine, comment allez-vous? Bien. L'intro magnifique. Comment allez-vous? J'ai l'impression que je suis avec des gens qui ont des racines et des ailes, frérot, des racines et des ailes. Tu sais le truc qui passait à 1h du matin sur TF1, là où il lisait des passages de livres, frérot, comment ça s'appelait? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau livre. Putain merde, frère, il est où mon livre? Oh le con, putain, j'avais prévu le placement de produit et tout, on n'est pas OP. Bon, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, ça va Nickel. Actuellement en direct du Sénégal, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ben moi je suis impressionné, je vais tout de suite faire ma blague raciste. Derrière vous il y a des livres, il y a une bonne connexion internet. Est-ce que vous êtes vraiment au Sénégal ou est-ce que c'est un prank? Est-ce que... On est à Paris. Ah, ben voilà, non mais je le savais. On est au Sénégal. Et donc effectivement, ça pourrait en choquer beaucoup là de trous du cul qui sont connectés avec nous potentiellement. Mais en fait, là où vous êtes, il y a tout quoi. Comme disait Antonio en off, c'est quasiment un ghetto de blancs comme il appelle ça, avec tout le confort occidental que l'on peut connaître quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est chez toi, nous là on est dans une villa. Mais chez toi, c'est confort. Après, évidemment, quand tu sors, tu restes au bled. Donc, à l'extérieur, c'est un choc culturel. Mais ouais, chez toi, t'es tranquille. Ok, finalement, la même chose qu'ici, quoi. En gros, hein, tu sors un peu des ghettos, bah, t'es dans le tissu local, on va dire, avec son niveau de pauvreté, avec son niveau de délinquance, avec son niveau de vie, tout simplement. Et puis derrière, autour de ça, ils ont créé des ghettos de riches. Alors Antonio dirait pour les blancs, moi je te dirais pour les riches. Mais, mais effectivement, finalement, Saint-Domingue, Sénégal, même combat quoi. J'ai l'impression finalement que tous les PVD se ressemblent un peu finalement. Ouais, je trouve que... Après, je pense que là où t'es, c'est plus développé que nous. Parce que nous, il faut savoir que par exemple à l'extérieur, là, t'as une route goudronnée, quoi. Oui, en effet. C'est spécial. Après, on est ici parce qu'on a des visées entrepreneuriales aussi un peu ici, mais ouais, il faut quand même
faut quand même s'accrocher au niveau de l'extérieur, mais c'est tout au niveau du climat. La mer, là, elle est à 50 mètres, bref, c'est trop bien. Ouais, donc vous n'êtes pas à la capitale non plus là. Non, non, non. Non, on a visité une fois la capitale, plus jamais. C'est Non, énervé. Ouais, bah, c'est énervé. On C'est arrivait. fourmilière. C'est fourmilière, et pour t'expliquer un peu, le jour où on est arrivé à la capitale, il n'y a plus. Et tu es dans la capitale, donc la plus grande ville du pays, la plus connue, la plus famous. C'était inondé partout. Il n'y a pas d'évacuation d'eau. C'est vraiment le bled. Quand on entend le bled, c'est le bled au sens pur. C'est-à-dire que là, on sort par exemple de la villa, il n'y a pas de route, c'est du sable. Les gens ils dorment même le sol, les gardiens ils dorment même le sol. C'est encore le mec le matin il est ferronnier, l'après-midi il est boulanger, le soir il est médecin. Il est chauffeur-livreur. C'est vraiment, non, c'est vraiment pour le coup, c'est un vrai choc. Ouais, comparé à, tu vois, on a fait la Thaïlande, enfin l'Asie, on a pas mal de gens en Asie. Là, c'est costaud. Ouais, c'est cool. Mais vous trouvez quand même votre bonheur, votre confort du coup là-dedans? Ouais. Ben là, on est dans une villa avec piscine, on a une personne qui vient nous faire à manger, qui fait le ménage, on a un jardinier, on mange du poisson frais tous les jours, genre du poisson vraiment frais. Moi, je trouve ça, c'est trop un luxe. Genre, le mec vient chez toi, il coupe le poisson, quand il découpe le poisson, il te le laisse en mode allez, voilà. Et en France, c'est possible, mais c'est un bras, quoi, tu vois. Puis la qualité des produits, c'est pas la même. Et, À Paris, de ton petit appartement avec les moulures au plafond, le chef cuistot qui t'amène, qui te lève la cloche avec la petite sole fraîche qui vient d'être pêchée au Havre. Ah, bien sûr. C'est le Uber Eats qui t'a coûté le plus cher. 8 000 €, frère, le Uber Eats livré dans ton appartement parisien. Et du coup, comment vous vivez un peu ce choc culturel quand même finalement de... Parce que bon, là, bah, t'as plus ton Uber Eats, j'imagine. Quoique, peut-être qu'ils l'ont développé. Bon, là, t'as le chef cuistot, ce qui est quand même un peu plus sympa. Mais le côté, voilà, non développé dehors, le côté peut-être un peu... finalement, tu vois, la pauvreté extérieure du monde, en fait. Moi, je sais qu'au début, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais très choqué par ça et je savais pas comment me positionner. Parce que tu sais, eux, ils vivent comme ça, ils connaissent ça, c'est leur life, c'est normal et c'est ok. Toi, t'arrives là avec tes croyances, avec ta vision, avec tes yeux, entre guillemets, d'occidental. Tu sais pas trop quoi faire. Tu veux un matelas peut-être pour dormir dehors, je sais pas. Tu vois, typiquement, si le gardien qui garde ta maison dort au sol, moi, je lui aurais ramené un lit de camp, tu vois. J'en sais rien, j'aurais essayé de faire quelque chose, tu vois, en me disant... alors que lui, il s'en bat les couilles, c'est le mec le plus heureux du monde, peut-être. Comment vous vous positionnez par rapport au tissu local, comme ça? Moi, vas-y. On attaque direct, frère. On est là, on fait des vraies discussions ou pas? Non, mais si on attaque direct, moi je dirais que pour moi, ça, je pense c'est plus dur de voir la misère comme elle est là parce que voilà, je suis un Européen occidentalisé, français, qui a eu du chauffage et un lit king size, tu vois. Donc, et même quand j'étais en Thaïlande, voilà, t'arrives ici, tu vois vraiment, il y a des traditions. Par exemple, ici, où des enfants, ils s'appellent des talibés. Et, en fait, ils sont pris sous l'égide d'un marabout pour leur apprendre le Coran, etc. Mais ce marabout-là, les envoie dans la rue pour aller gratter de l'argent, pour nourrir l'école, tu vois, en gros. Mais quand t'as pas l'habitude et que tu vois une dizaine d'enfants avec des loques, avec un petit panier en osier ou je sais pas quoi en plastique, venir te gratter de l'argent, t'as envie de leur donner tous les jours. Mais tu te dis, ouais, mais si je leur donne tous les jours, après ils vont s'habituer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, comment je me positionne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Il y a des enfants, par exemple, des non-talibés qui sont là dans les rues, c'est dans un village, on passe, il y a un gamin, il me dit, donne-moi 1000 francs, tu vois? En gros, donne-moi 1,50 €. Elle me dit, donne-moi 1000 francs. J'ai pas dit, donne-moi un ballon. Et dans ta tête, tu te dis, ouais, mais je vais aller lui acheter ou je vais pas aller lui acheter. Tu vas. Le problème, c'est que si tu vas, après, tous les jours, viens te voir. Tu vas devenir son héros. Et donc, tu es dans une balance de sentiments entre eux. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des fruits ou des choses comme ça, tu vois, pour obtenir de l'argent pur. Mais c'est vrai que c'est le Sénégal, et je pense l'Afrique en général, mais là où on parle particulièrement du Sénégal,
le choc culturel et le fait de se dire, bah, tu peux pas. En fait, il y a le complexe du sauveur blanc, et à la fois, il y a le, ah, mais je peux pas tous les aider non plus, tu vois ce que je veux dire. En fait, t'es à mi-chemin entre le colon et le sauveur blanc. Tu vois ce que je veux dire, t'es là, t'es tiraillé en fait. T'es tiraillé, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Franchement, c'est des réflexions très dures, très dures. Ça va, je m'en sors, mais intellectuellement, il faut y réfléchir, tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, c'est justement pour ça que je trouvais la question intéressante, qui n'est pas du tout le sujet de cette interview d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Et toi, Ludivine, t'étais déjà venu plusieurs fois. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Ouais, j'étais venue qu'une seule fois, c'est la deuxième fois que je viens. Donc, tu n'es pas beaucoup plus habitué que l'autre, en fait. Pas du tout, hein. Je suis venue en mode, bon, on va voir ce que c'est, quoi. Tu vois, la vie là-bas. D'ailleurs, on est arrivé là parce que tu es de famille origine sénégalaise. Ouais, voilà, il y a eu un mix en fait. Il y a eu ça, et puis il y a eu, ici, il y a des opportunités d'investissement. Et du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas mêler les deux, on va aller voir ce qui se passe. Ouais. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore si on va rester au Sénégal, tu vois. Ça fait 2 mois, non, quasiment 2 mois qu'on est là. C'est toujours pas acté qu'on va vivre au Sénégal à l'année, tu vois. Parce que. De toute façon, qu'est-ce qui est acté? Comment on pourrait prendre une décision sur où est-ce que l'on va vivre? Non mais vraiment, dans ce monde. C'est ça, il y a beaucoup de barrières, quoi. C'est vrai que, comme dit Tonio, t'es toujours partagé entre eux de dire, ouais, à l'époque, ils ont rien et tout, je vais donner. Mais eux, derrière, si tu donnes trop, c'est toi qui te fais avoir, tu vois. Donc, il faut faire très attention. Moi, par exemple, je sais que je ne ferai jamais d'affaires avec une personne locale ici. Ah oui, tu me disais ça, ouais. Et pourquoi du coup alors? Parce que tu pourrais avoir la fierté pourtant de te dire ouais, je vais développer du business avec un peu mon pays de cœur ou avec mon pays d'origine, etc. Moi, je trouve ça cool, tu vois, dans l'idée. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire du coup? Bah, déjà. La douille. En fait, si tu veux, la pauvreté, quand tu peux pas vouloir à la personne, mais quand tu n'as vraiment pas d'argent, tu es vraiment pauvre, tu sais pas si tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas manger. Ouais. Si tu as une personne que tu vois qui vient d'Europe et qui est là et qui dit ah, tiens, bah, moi j'aimerais bien faire ça sur le business, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de récupérer tout ce que tu peux récupérer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont une vision très court terme parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Même quand ils te disent demain, ils mettent toujours Inch'Allah parce que si pour eux, demain n'existe même pas en fait. Demain, ils ne seront peut-être même pas là. Tu vois, ils vont te dire ouais, demain, toi, tu vois, tu fais des projets dans ta tête, entreprenariat et tout. Eux, ils vont plus être dans le mode si demain je suis là, pourquoi pas, tu vois. Après, si je suis plus là, bah voilà, je ne vais pas m'embêter. Ils ont vraiment cette idée, t'as l'impression, les gars, à tout moment, dans leur tête, ils sont prêts à mourir. C'est ouf, non mais ils ont vraiment, moi après c'est cette impression que j'ai ici, ils ont une conscience, après c'est un pays musulman et tout, donc c'est peut-être ça, mais ils ont une conscience de la mort que nous on n'a pas, tu vois, ils sont vraiment dans l'instant, genre tu vas lui faire un projet à 1 semaine, mais dans 1 semaine, peut-être je suis plus là, moi, tu vois. Ah, ils te disent ça quoi, direct? Bah ouais, même tu vois le poissonnier, tu vas demander du poisson au mec, il va dire il va te dire ok, si je suis encore là quoi, si en gros, on espère. En gros, tu commandes le poisson, tu le commandes jour le jour. Tu peux pas te permettre de me dire lundi tu me ramènes, je sais pas moi, du tchof, du mérou, le mercredi tu me ramènes de la lotte, le vendredi des crevettes. Tu vas me dire non, on est dimanche, lundi tu me commandes ça. Lundi, quand je vais venir, tu me dis pour mercredi. Et après, on verra mercredi. Tu vois? Et après, on verra samedi. Et ça, c'est très intéressant en termes de mindset quand même, parce que justement, nous, c'est pratiquement un des plus gros poisons de notre société occidentale. Cette idée de vivre soit dans le passé, soit dans le futur, et d'être tout le temps malheureux parce que tu es toujours dans la recherche d'acquisition de quelque chose. C'est quoi le choc, finalement d'état d'esprit et qu'est-ce que ça vous donne, vous, cette vision justement du moment présent? Moi, après les bouddhistes et les sénégalais, frère, bah voilà, c'est le moment présent, c'est ça.
c'est dur, franchement, c'est dur. Parce que toi, tu fais des plans dans ta tête, tu te dis, tiens, je vais demander à un tel s'il peut faire ça, je vais demander. Et tu n'es jamais sûr que ça va. Par exemple, tu peux donner rendez-vous, je sais pas, on est quel jour là. On est mercredi, imaginons demain, j'ai donné rendez-vous à un mec à 14h. Je vais me pointer, il ne sera pas là, il ne va pas m'appeler, il ne va pas s'excuser, il ne va rien dire. Et, tu vois, Parce que pour eux, c'est OK, quoi. Aussi, rien n'est grave. Vraiment, tu vas rarement voir un Sénégalais s'énerver, tu vois. En mode rien. C'est pas que rien n'est touche, évidemment, mais rien n'est insurmontable, rien n'est grave, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Keep going, ça y est. D'accord. Et le truc, c'est que par exemple, là, on doit installer la fibre depuis 3 semaines. On l'a, hein, ils sont venus la mettre, déjà la fibre, elle marche que dans une seule pièce de la maison. Donc c'est une fibre, comment c'est possible que ça marche que dans une seule pièce? Quand on leur a dit que ça marchait que dans une seule pièce, ils nous ont pas écouté, ils sont partis en mode. Voilà. On a été voir Orange, du coup, là, ici à Sali, et on leur a dit, ouais, il y a un problème, ils sont venus à installer, mais ça ne fonctionne que dans une seule pièce, le reste de la maison, il n'y a pas de signal. Le gars me dit, ouais, pas de souci. On était lundi, hein. Il me dit, je fais venir quelqu'un aujourd'hui. Il fait comme ça, aujourd'hui même. Je dis, ok. Pas de problème. Il dit, donnez-moi votre numéro. Je donne mon numéro. On est mercredi. Donc ils sont passés. Non, ils sont pas venus. Voilà. Et peut-être qu'ils passeront pas. C'est à nous encore d'aller à nouveau. Et dans tes yeux, et pour moi, ce que je ressens, c'est que dans ma tête, dans ma culture, faire ça, ça me dit, c'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De me dire tu viens pas. Mais pour eux, et c'est là où il y a le choc, eux ils se disent pas ça manque de respect. Ils se disent c'est normal. En fait c'est normal pour eux et pour nous ça ne l'est pas. Et donc c'est quoi? C'est genre il y a eu des choses plus importantes à faire, c'est genre. Il n'a pas la même notion du temps, il va se pointer vendredi, il va dire ça va, on avait dit lundi, vendredi, tu vois. Ah ouais. Attention, c'est qu'on n'a pas la même notion du temps. Et c'est jamais fourbe ou méchant, quoi. Il n'y a pas de méchanceté derrière. C'est vraiment, ouais, non. Je te dis lundi, mais vendredi, samedi, frère, c'est bon. Je viens après. Tu vois. Et c'est pour ça, pour tout, ils sont d'une lenteur, les Sénégalais. D'une lenteur. C'est lent. C'est un pays très lent et tout est lent. Même la chaleur, même le soleil, tu sens qu'il est lent sur toi. Il vient se décoller ton visage lentement comme ça. En fait, tout est smooth comme ça. Et tout le pays est comme ça. Mais c'est incroyablement smooth. Ouais, d'un point de vue business et stimulation, c'est peut-être pas le truc le plus génial du coup pour être stimulé à créer, quoi. Bah, depuis qu'on est ici, on a quand même des bonnes. Niveau business, ça va parce qu'en fait, on est hyper focus parce que c'est très calme à l'extérieur. Donc là, ça va très vite, tu dois bosser, voilà, tout ça, on est toujours en cours de mission, etc. Une fois que tu sors, c'est très calme. Moi, je suis beaucoup plus reposée dans l'environnement où on est. La seule question que je me pose, c'est est-ce que à l'année ou sur du long terme, ça va pas m'ennuyer plus que me reposer? Ouais, complètement. Bon, dans tous les cas, on aura l'occasion d'en reparler. Fermons, je vous propose, cette petite page culturelle Sénégal, plus précisément Sali, face à la mer. On aura l'occasion, je l'espère, d'en reparler, de partager les pros and cons de vivre au Sénégal, la beauté de ce pays, jamais exploré encore pour moi. Et j'ai vraiment envie, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays, je veux dire, c'est tellement énorme, il y a tellement de choses en fait, t'as l'impression, t'en as plein et ah ouais moi l'Afrique frère, oui frère, t'as fait 2 fois de Djerba dans un resort en famille, tu sais pas ce que c'est du tout, et j'ai rencontré la semaine dernière des Africains du Sud qui ressemblaient beaucoup à des Australiens d'ailleurs, frérot, et j'ai l'impression que c'est encore un autre monde, tu vois, ça n'a rien à voir pratiquement, tu vois, et donc bref. Allez, coupons cette page un peu publicitaire pour le Sénégal et revenons-en un petit peu. On s'est laissé la dernière fois dans le petit bureau, la petite chambre de l'appartement de Bangkok, avec du coup ces 2 profils.
Antonio et Ludivine, l'un avec un master d'audiovisuel, l'autre avec un master en droit. Les deux auraient pu suivre de belles carrières dans un monde traditionnel, développer des web-séries sur YouTube dans une équipe avec une belle prod, travailler sur les nouvelles séries Netflix qui vont sortir. L'autre aurait pu être juriste ou avocat s'il avait motivé un peu. Finalement, on se retrouve à lancer des business en ligne et on se retrouve à faire un tour du monde entre Bangkok et Sali. Et l'idée, on s'était arrêté sur le fait que vous découvriez le business en ligne, que ça vous donnait l'opportunité de dire tiens, pourquoi pas, on pourrait continuer à voyager, gagner notre vie. Vous lancez un premier e-commerce un peu par-dessus l'épaule comme ça, et vous faites vos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. On vit le moment avec vous pratiquement en direct, avec un moment de suspense incroyable de waouh, c'est possible. C'est un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai quitté la Thaïlande. Vous, ça fait un peu moins. Ça doit faire à peu près 1 an et demi. Ça doit faire au moins 1 an qu'on s'est pas vu, déjà. Ouais. À peu près. Et l'interview, ça doit faire 2 ans. À peu de choses près. Ouais, C'est quasiment. ça. Donc, il s'est passé beaucoup de choses entre deux. Avant de parler de tout ça, j'avais envie de vous poser la question. Quand vous étiez gosse, à quoi vous ressembliez ? À quoi je ressemblais? J'étais très calme quand j'étais petite Ouais. et très observatrice. Et puis, j'étais la petite. Pas vraiment changé pour le coup. Ça. Ouais, vraiment. Et voilà, tranquille. Toujours, toujours en mode, ouais, si je me souviens, c'était ouais, la meuf qui rigolait, tu vois, qui rigolait, on va dire. Ok. C'est ça un peu. Mais c'était cool, ouais, j'étais une bonne enfant. C'était quoi tes rêves de gosse ? Mon rêve de base, c'était de devenir vétérinaire. Et après, j'ai eu un chien, j'ai saoulé mes parents pour avoir un chien. Et depuis, j'ai décidé de faire des pizzas chez Pizza Hut. Voilà. En fait, je voulais pas être vétérinaire, je voulais avoir un chien. En fait. Mon rêve, c'était d'avoir un chien, de faire un chien, de sortir, tu vois. Et sinon, en termes de métier et tout, j'avais pas forcément de rêve pro, en fait. Pas d'aspiration, quoi. Comment t'imaginais le futur ? J'imaginais le futur dans une... Quand j'étais petite. Ouais. Ou en tout cas, aussi loin que tu puisses remonter, en tout cas, ouais. Ouais. Faut savoir que ces deux intellos, hein, ces deux-là, ils adorent étudier philosophie, psychologie, sociologie. Donc je suis sûr qu'à 6 ans, elle était déjà en train de se poser la question, mais est-ce que vraiment la Terre est plate ? N'importe quoi. Non, je me voyais à un bon poste et je me disais que j'allais avoir un bon poste de salarié, mais j'allais être au top des salariés. Tu vois. D'accord. Toujours au top, tu vois. Même en cours, j'étais première de classe, c'était au top, tu vois, toujours. Et donc, il y avait cette idée aussi dans le boulot après, parce que pour moi, c'était le seul chemin. Donc, à la limite, j'avais même pas réfléchi à d'autres possibilités. C'était le chemin, tu te sentais ok avec ça, t'avais l'aspiration de ça, je suis meilleur à l'école, j'aurai un bon boulot, bon salaire quoi. Tu fais pas trop d'efforts, je veux dire, voilà, le programme scolaire c'est pas une galère pour toi, t'es là, tu le suis, t'es toujours en première position, tu vois, t'es là, tu dis bah donc j'aurai un montage, tu vois. Et puis après, ouais, les stages sont arrivés, donc après le travail a commencé et là tu t'es dit bon en fait peut-être pas, peut-être pas. Moi on m'avait dit que j'allais lire des livres. Voilà. Et donc ça directement, c'est un mindset qui a été conditionné par ton éducation, par ta famille, par ce que tu as vu autour de toi. Je suis d'une famille ouvrière, quoi, enfin classe moyenne. La classe moyenne qui s'est pris un revers, tu vois, on va dire classe moyenne moins. mais donc du coup, ouais, ils étaient tous salariés qui
ça a l'air tranquille, ils font leur vie. Je me dis, bah, moi, en fait, moi, je voulais plus. Mais plus pour nous, c'est déjà énorme d'avoir un bon taf avec un bon salaire. En fait. Oui, le classique, l'ascension sociale, les parents qui poussent à gagner un cran de plus, mais pas trop quand même. On va pas, on n'est pas fou. Voilà. Et je sais plus, j'avais une blague pourrie à sortir, mais elle est partie. Antonio, du coup, à quoi tu ressemblais quand t'étais gosse? Ben, malheureusement qu'on se le dise, mais quand je te vois aujourd'hui, je te plains. L'enfance, ça devient difficile chez toi. Non, l'enfance, en fait, j'étais l'enfant pourri gâté, bordeleur, bagarreur et qui se virait un peu partout. Et en gros, moi, en fait, pour être franc avec vous, j'avais pas. J'aime bien quand tu. Vous vois moi, ça me. Avec vous, monsieur Honoré, franchement, j'étais tellement un enfant juste con et bagarreur. Moi, je me battais quasiment tous les jours, tu vois, jusqu'au lycée, même après le lycée et tout. Donc, j'avais pas d'avenir parce que je voyais pas d'avenir parce que je savais même pas penser. Même le mot penser, je savais pas l'écrire ou le penser. Parce que je veux dire, c'était. Oh, t'as perdu? Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. ASMR. Ouais, c'était ça, un enfant pour une bagarre. Il n'y a pas de. En fait, on va dire que jusqu'à l'âge de 22, 23 ans, franchement, j'avais pas ouvert un bouquin. J'étais un gamin, voilà, je jouais au football, un footballeur. Rien de fait, je vais pas m'auto-flageller si j'étais pas non plus, j'avais des bons côtés. Mais je veux dire, j'avais pas d'aspiration, j'avais pas d'ouverture d'esprit, j'étais juste, voilà. J'allais au foot, j'entrais chez moi, tu vois, j'étais en DUTTC, j'allais à la fac, je me posais pas de questions plus que ça, avec mon bruit, je me battais. D'un point de vue études, contrairement à ton partenaire à ta droite, t'as fait un chemin plutôt pertinent. T'aurais pu, franchement, nous faire le fameux BEP mode, mais t'es pas allé jusque là. T'étais un mec, t'es plutôt allé de l'autre côté. T'as fait le chemin en dents de scie un peu pourri finalement, pour au final derrière te venger effectivement post-vingtaine. Comment est-ce que tu as vécu l'école, toi? Le truc, c'est que tu vas rire, mais toutes ces questions-là, je me les posais pas parce que je te jure, mon cerveau, c'est du vide. C'est un nuage, le truc, un nuage vide. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien dedans. Donc, en fait, je ne me suis jamais posé aucune question. Mais quand je te les gens vont se dire, mais c'est un débile. C'est un teubé. Toi, les teubés à l'école, où tu vois que leur regard est vide, ils ne pensent à rien. Ils se lèvent le matin, ils vont à l'école, ils rentrent chez eux, ils jouent au foot. Les années passent, le monde défile, ils rigolent avec tout le monde, et voilà, basta, tu vois. Je me suis jamais posé la question de mon conditionnement, posé la question de moi dans un contexte social. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là. Ma mère me faisait une tartine de Nutella le matin, et basta, tu vois ce que je veux dire? Je ne me suis jamais posé aucune question. Et à un moment, c'est vers 23-24 ans où, au fur et à mesure des rencontres, je me suis dit, ouais, mais t'es un peu con comme mec, quand même. T'es un peu teubé, toi, comme garçon. Alors, on a changé un petit peu ça. Et du coup, j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai repris la fac de droit, et puis après, au fur et à mesure d'apprendre, de lire, ton cerveau, c'est un muscle, hein, c'est comme un biceps, quoi. T'as découvert que t'étais pas si con, quoi, en fait. J'ai découvert que comme tout le monde, dès que je prends un bouquin, les 3 premiers livres, c'est dur à lire parce que tu comprends pas ce que tu lis, mais qu'au bout d'un moment. Parce que tu vois des lettres qui dansent comme ça, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu fermes le livre, tu dis mais c'était quoi ce bouquin, j'ai pas compris. Et donc, au fur et à mesure de lire, d'apprendre, de s'intéresser au monde, tu changes, quoi. Donc, un espoir pour tout le monde, les gars. Oui, même pour moi d'ailleurs. La première fois qu'Antonio m'a recommandé un bouquin qui devait être Montesquieu, je crois, non? Je sais plus. Non. Non. Le petit bouquin là qui est il fait une oration, il y a des notes qui ont été prises et finalement le bouquin c'est un résumé de sa conférence. Comment il s'appelle? C'est Sartre. Sartre, exactement. Et le nom du livre?
l'existentialisme est-il un humanisme? Exactement, l'existentialisme est-il un humanisme, qui est une punchline que quand tu traînes un peu avec Antonio et Ludivine, tu vas forcément entendre. J'ai décidé de lire ce bouquin sur les recommandations, j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, j'ai rien compris, voilà, littéralement. Ça m'a fait la même chose avec Joe Dispenza. Eh ben, machallah, comme on dit chez nous. C'est quand même intéressant, du coup, donc deux parcours complètement différents qui n'ont rien à voir et de psychologie, de passés différents. Moi, du coup, Antonio, toi qui as beaucoup réfléchi depuis à tout ça, qu'est-ce qui faisait que tu étais un gamin qui réfléchissait pas et qu'est-ce qui faisait que tu étais un gamin bagarreur et qu'est-ce qui faisait que tu as vécu finalement le passé que tu as vécu, tu vois. Qu'est-ce qui a fait de toi ce que tu étais? Et du coup, aussi forcément ce qui t'a amené à changer. Je pense que comme ça doit être lié à l'éducation, parce que souvent c'est lié à la culture et à l'éducation, je pense que c'est lié aussi au fait que comme j'étais le premier garçon de la famille, j'ai toujours été le plus entouré, le plus aimé. J'ai le nom de mon grand-père, chez les Italiens, tu connais. J'ai le nom de mon grand-père, etc. Donc j'étais l'idole de la maison. Donc comme j'étais l'idole de la maison, la maman s'occupait de moi comme si j'étais le futur roi de France. Tu vois, j'ai des privilèges que mes femmes et mes sœurs n'avaient pas. Et du coup, ça a fait de moi l'enfant un enfant où quand on me dit non, c'est pas possible. Et comment ça, tu me dis non? Non, on me dit oui à tout. Tu vois, ma mère, elle mettait souvent, ben toi, depuis que t'es petit, est-ce que tu rêves la nuit ou le matin? Tu vois? Et ça a toujours été comme ça partout. Et la bagarre et tout ça, c'était à mon avis, il y a des frustrations du fait que t'es qui pour me dire non? Tu vois? Ok. Ça m'a drivé, t'es qui pour me dire non? Tu vois? Et aujourd'hui encore, j'ai réussi la fac de droit parce que je venais d'un bac pro vente et je me suis dit dans ma tête, mais je me rappelle la première note que j'ai eu 7 cette année de dissertation. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ils sont qui pour me dire non? Tu vois? Ils sont qui pour me mettre des 7? Et du coup, j'ai charbonné et je l'ai eu. Et en fait, c'était un mal pour un bien. En fait. Le fait d'être un capricieux à qui on refuse rien, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup de frustration parce que je suis un peu névrosé sur les bords. Cette frustration-là, ces névroses me permettent de grandir de personne me dit non en fait. Je veux un truc, je vais aller chercher dans tous les cas parce qu'on me refuse rien. Tu vois, comme et donc de te donner les moyens, quoi, finalement. Et aujourd'hui, ça s'est transformé quand je veux un truc. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit non, je ne vais pas aller lui casser la gueule. Je suis pas fou non plus. Pas tout de suite. D'abord, tu lui dis pourquoi? Et après, tu lui casses la gueule, enculé! Et du coup, quand je veux quelque chose, je réfléchis, je me dis, ouais, mais si c'est ça que je veux, il faut que j'y aille, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est important, en fait. C'est un départ chaotique qui m'a amené vers. En fait, c'est ma taf qui m'a amené mon évolution, en fait. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, depuis 2 ans, là? Alors, quand on s'est quitté, on a continué le commerce, qui était notre projet de base. On a monté plusieurs boutiques. Donc là, on vit du e-commerce, dropshipping. Et on a testé, moi de l'autre côté, du coup, j'avais commencé, en étant encore à Bangkok, je t'en parlais des chatbots. Et là, en ce moment, je lance donc une activité sur les chatbots. Donc ça, c'est tout récent. Et ouais, ça a été beaucoup de. On a continué un petit peu à bouger. On a testé des business qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont très bien fonctionné. Une vie d'entrepreneur, quoi, tu vois, des réussites, des échecs, et puis qu'est-ce qu'on a fait? J'essaie de. On a voyagé. Quand on s'est quitté, quand on est parti, on a un peu voyagé. On est revenu en France une période parce qu'on devait s'associer avec un mec qui était en courtage pour justement allier la pub Facebook, lui ramener des leads et après les qualifier grâce au vote et convertir en gros. Donc, ça devait se faire, mais finalement c'est pas fait pour X raisons. Et
Et voilà, après, du coup, on est reparti, on a relancé du e-commerce parce qu'on voulait quitter la France, du coup. Parce qu'on voulait- Et Donc là, vu qu'on avait la technique en e-commerce, Ouais, ça a c'est- été rapide. en Europe, c'est vite, ouais. Tranquille, on est parti. On est passé. On est parti en Estonie, donc on s'est expatrié en Estonie. Mauvaise idée. Sauf qu'en fait, la mauvaise idée, c'est qu'on est parti s'expatrier en Estonie au mois de janvier. Donc, luminosité 3-4 heures par jour, nuit noire, la pluie, le froid, t'es à 0,3 degrés. À un moment, tu te dis, ma vie, est-ce que c'est tout faire pour payer moins d'impôts ou c'est payer plus d'impôts, mais être tranquille? Donc, on a zappé cette idée d'Estonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, après l'Estonie, on est parti l'été, on est parti en France, et après on est parti à Lisbonne, au Portugal. Et là, notre cœur balance un peu justement entre le Sénégal et Lisbonne, parce qu'on a vraiment kiffé cette ville. Il y a un bon climat, les gens, les Portugais sont sympas, il y a une grosse communauté de Français aussi qui sont là-bas, qui sont hyper cool. C'est proche des parents. C'est proche, oui. Du coup, un truc qu'on a remarqué en voyageant comme ça, c'est qu'il faut quand même qu'on soit proche de notre famille. Donc, par exemple, Bangkok, c'est cool, mais c'est loin. Donc, tu vois. Donc, en fait, je dirais qu'en plus du business, durant ces 2 ans, il y a une grosse réflexion sur où est-ce qu'on veut vivre. Mais on ouvre tout le temps, quoi. Mais où est-ce qu'on se met et est-ce qu'il faut vraiment prendre une décision ou tu peux continuer à faire ton business en voyageant et être mentalement sain, tu vois. C'est pas facile, hein, parce que alors ça peut paraître, c'est un problème de riche déjà, on va se le dire, hein, mais effectivement ça paraît pas comme ça. Quand tu te poses pas la question où est-ce que je vais vivre, c'est quoi l'endroit sur la planète le meilleur pour vivre, être heureux, kiffer ma vie au quotidien. Bon, déjà, est-ce qu'il doit y avoir qu'un seul endroit? Peut-être pas. Mais franchement, c'est compliqué. Pour m'être confronté plusieurs fois à la question, pour avoir fait des lives même, dans lesquels j'essaie de faire des tableaux, des trucs, des machins, pour essayer de comprendre et de trouver l'endroit. Eh ben, quand on te pose la question où est-ce que tu veux vraiment vivre, au même titre que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Quand tu as le mindset, quand tu as l'état d'esprit, la vision d'un enfant ou quoi, plutôt non, la vision des jeunes adultes, où là tu vois ton champ hyper rétréci de possibilités, où tu fais ingénieur, où tu fais machin, où tu fais truc, où c'est Pôle emploi, frérot, où tu vas à l'usine parce qu'il n'y a pas le choix, ton spectre est hyper limité. Si demain je te dis tu peux faire ce que tu veux de ta vie, Walai, je t'envoie un chèque tous les mois pour payer tes fees et ton métier tu le choisis. Ben là le problème arrive, frère, c'est qu'il y a trop de choix et je sais pas quoi choisir. Et l'esprit humain il est pas à l'aise finalement avec ce concept de choix. Et c'est exactement pareil aujourd'hui quand tu as une activité sur internet qui te permet de pouvoir être où tu veux, ben c'est un vrai dilemme en fait. C'est un vrai dilemme. De fou. Sauf moi, pour ma part, c'est un casse-tête monumental. Hein, parce que, en fait, je suis très. Moi, c'est un cran, je suis très famille, tu vois. Et je vois mes parents en train de vieillir et tout. Et je me dis, non, il faut pas que je sois loin. Mais à la fois, je me dis, ouais, mais il faut que je kiffe. Mais à la fois, il faut pas que je sois loin. Mais à la fois, si je suis trop loin, je vais pas les voir. Mais s'il y a les anniversaires, je suis pas là. Les dîners de famille, je suis pas là. On vient du Nord. La frite dimanche, la friterie du dimanche, elle manque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils vont rigoler sur ça. Mais la friterie du dimanche sur la place de la mairie, elle est énorme, celle-là. La bonne frite, tu vois. Et tout ça, je me dis, à la fois, je ne peux pas vivre en France parce que les conditions qu'il y a en France, ça me met hors de moi et je suis très irritable quand je suis en France. Mais je sais que c'est pas la France, c'est moi. Tu es très irrité, c'est ça que tu veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça très irrité. Et quand je vais en France, je suis un gremlin, je suis là toujours en train de râler. La France, les impôts, tu vois, c'est pas possible. Je suis instable en France, donc je sais que je ne peux pas vivre en France. Pas parce que la France elle est escalée, c'est moi par rapport à elle, c'est le rapport que j'entretiens moi avec elle. Pas elle avec elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Le truc c'est que je ne peux pas être trop loin. D'accord, c'est vrai, c'est qu'elle a à faire. Tu vois, Sniper ont failli partir en prison ou avoir une amende pour avoir dit la France est une garce et elle s'est fait trahir ou un truc comme ça. Non
Ouais, bon, certainement. Un jour, Rien n'a été dit dans ce podcast. Rien n'a été dit. Alors, On va se faire striker. Vous savez que ma vidéo sur Out of Shadows a été strikée. C'est incroyable. Le documentaire a fait des millions et des millions de vues. Moi, j'ai fait une espèce de mini vidéo pour dire putain, j'ai vu ce documentaire là. Et je suis ni en mode théorie du complot, ni en mode on vit dans le monde des bisounours. J'essaie juste de me poser des questions. Je me pose des questions pendant une vidéo genre de 20 minutes, tu vois, en disant mais c'est bizarre ça quand même. Tiens, ça c'est intéressant. Tiens, ça j'avais pas vu, ça j'avais pas en considération. Puis j'invite les gens, si tu veux, à se dire tiens, dans quel monde on vit quoi. Je me suis fait striker et t'as un bel email de YouTube qui dit attention, on vous a mis une mise en garde. Deuxième mise en garde égale carton rouge. Et c'est un arbitre en plus l'image du truc. Et j'ai vécu une sensation très particulière. C'est bizarre en fait. En même temps je m'en bats les couilles parce que elle a pas fait 1 million de vues la vidéo, tu vois. Et c'est moi qui partage mes pensées. En même temps je me dis c'est beau frère, c'est un créateur comme moi, sorti frère du trou du cul du monde, de machin du truc, avec très peu de vues, très peu d'abonnés. On se fait censurer sur des trucs comme ça. Waouh. C'est chelou quand même. Enfin bref. La liberté d'expression, voyons, en France, en Europe, dans le monde. Bien sûr. Oui, dites oui. Dites oui dans les commentaires. Non. Non, mais Donc, il y avait en plus, il y a pas longtemps, il y a un rappeur qui est sorti une punchline sur ça. C'est Kalash Criminel et Damso, la chanson. Et il dit pourquoi on force sur Dieu donné, on laisse parler Éric Zemmour, tu vois. Et la punchline est très forte parce que même si je suis ni d'accord avec l'un ni avec l'autre, les deux, je trouve qu'ils sont un peu teubés. Mais le fait, c'est pourquoi tu laisses parler l'un et tu dis une liberté d'expression pour Éric Zemmour. Et quand Dieu donné dit d'autres choses, on est d'accord ou pas d'accord avec ça, ça c'est un autre débat. On le laisse pas parler, on le censure, on le met au tribunal alors que Zemmour dit des trucs de fou et lui il a le droit de parler, il a le droit de parole. Et là, c'est là où la liberté d'expression elle peut faire pleurer. Mais bon, enfin, c'est pas ça le sujet. Ouais, dans tous les cas, d'un point de vue sociologie, là, je suis tombé sur beaucoup de vidéos là ces derniers temps. Me demande pas pourquoi. Parce qu'effectivement, non mais qu'on se le dise un peu vite fait, genre juste vite fait, on ferme la parenthèse, le monde il part en couille quand même. Il y a des trucs pas nets, frérot. J'ai découvert ce nouveau concept des barbares là. Alors, de cette évolution technologique qui permet à des gens qui n'avaient pas accès à certains privilèges, certains avantages, on va dire, de pouvoir accéder à ces privilèges. Mais d'une façon complètement débile. Hier, je suis tombé sur une vidéo, frère, d'un type, à mon avis, un peu extrémiste musulman, mais que j'ai trouvé très intéressant, si tu veux. Alors que d'habitude, bon, tout ce qui est extrême, j'évite un peu, mais bon. Et le type parlait quand même de ce monde incroyable dans lequel nous donnions, enfin, où des gens intelligents ou entendus prétendument intelligents aux yeux de la société, donner du crédit à des gens décérébrés. Il a dit un truc magnifique en parlant bien évidemment des influenceuses télé-réalité, etc. Il m'a fait taper une barre, frérot. Il dit son cerveau, elle a perdu son cerveau à la naissance. Je sais pas comme il avait dit ça d'une façon qui était magnifique. Son cerveau a joué au bilboquet avec sa tête, mais il a raté le trou. Un truc comme ça, ouais, c'était magique. Ouais, c'était magique. Et tu sais, après, moi, j'ai un peu de mal avec ces trucs qui est extrême, il y a des extrêmes, mais le mot extrême me dérange parfois parce que si tu reviens en 39, en 40, en 42, les Juifs qui creusaient des pour sauver des gens, c'est des extrêmes pour les Allemands. On les considérait, oui, tout est une question de perception et de point de vue dans tous les cas. Donc c'est sûr que, je sais pas, il y a des extrêmes, le gars qui est là, il y a pas longtemps, qui a été des profs, c'est un extrémiste, et ça, c'est un fait. Mais il faut faire attention de la définition de ce qui est l'extrême et qu'est-ce qui est radical, tu vois. Ouais, c'est très compliqué, c'est très subjectif, je pense. Mais en tout cas, on va dire avec des propos. Bah non, parce que ça aussi c'est subjectif. J'allais dire qu'ils ne vont pas forcément dans le sens du bien-être d'une société, mais si, dans un point de vue, si pour lui ça y va. En tout cas. Dans le point de vue des médias, Éric Zemmour, il n'est pas extrême. Dans le point de vue à moi, c'est un extrémiste. Ah bah et il met
Mais pour les médias, J'ai le chien qui est en train de me manger les talons, frère. Excuse-moi. c'est bon ça. La physique. Le nouveau. Ah ouais, frère. En train de manger du papier, frère. Tu respectes quoi, toi? Elle va garder cette vidéo ou elle va changer? Le nouveau sex symbole de notre chaîne YouTube, de nos podcasts. Non, Luna, say hello. Sniff le micro, frère. Allez, casse-toi. Por favor. Like, ahora. Genre maintenant, frère. Voilà. In the cama. Gracias. Revenons-en à nos moutons, du coup. Après cette parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a? Cette maîtrise du langage. Écoute, ça fait officiellement 28 ans que je travaille cette langue. On fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, bref, du coup, j'étais effectivement tombé sur pas mal de vidéos de sociologie. Il y a des choses qui m'intéressent, on va dire, de plus en plus. Mais aussi, je pense, pour finalement, au même titre de devoir trouver sa place où est-ce que l'on va vivre, il y a trouver sa place dans le monde de façon globale, moi en tant qu'individu, moi en tant qu'être humain, qui est-ce que je veux être, dans quel monde je veux vivre, etc. C'est pas vraiment non plus le sujet de cette interview, mais au bout d'un moment, cette interview est peut-être une interview sans sujet, on pourrait se le dire. Du coup, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe de ça a l'air drôle, je lance un petit projet comme ça, machin, entre guillemets, j'ai peut-être un coup de chance, je génère un petit peu d'argent en mode coup de fusil, à professionnalisation, parce qu'à la base, quand même, vous aviez envie de voyager. C'était une opportunité de voyager et de ne pas dépenser toute votre thune. Voilà, c'était ça. Le premier plan, c'était ça. Le deuxième plan, c'était... Je vais faire de l'oseille, on fait de l'oseille avec l'e-commerce, on ouvre un petit resto bord de plage au Sénégal, on crée une bibliothèque publique où tous les gens peuvent venir lire des bouquins, etc. Coolos, je bois du coca face à la mer la moitié de la journée. Après, ça a été... On développe un truc de ouf et on crée un énorme business. Qu'est-ce qui a fait les transitions? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les réflexions qui ont été amenées? Moi, je dirais que un truc qui a drivé, c'est le challenge. C'est-à-dire, tiens, je l'ai fait, les autres le font, ça veut dire que je peux... À la base, le continuer à voyager, c'était ça, c'était en mode, du coup, si je continue l'e-commerce, je peux continuer à voyager. Donc, on a continué à chercher des produits, etc., à faire de l'e-commerce. Et puis après, on s'est dit, donc on n'était pas en e-commerce, on va être plus précis, on était en dropshipping. Et le dropshipping, on faut du temps, donc il faut vite en trouver un autre et tout. Et ça, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut pas construire quelque chose de plus solide que ça? Pourquoi les plans ont changé? Je pense tout simplement que les plans étaient ce qu'ils étaient parce qu'on n'avait pas assez ouvert l'esprit à d'autres possibilités. Okay. C'est-à-dire que, moi personnellement, dans ma tête, c'était soit je travaille comme une acharnée pour un patron ou comme une acharnée sur un business en ligne, mais j'ai pas de temps pour moi, ou je suis chic sur la plage, je fais un petit truc vite fait, je gagne pas trop de sous, mais ça va. Mais il n'y avait pas d'entre-deux. Ok. Entre-deux que tu peux trouver facilement avec le business en ligne, en fait. Et puis après, une fois que tu as généré, tu vois que tout le mois, tu arrives à faire ton argent, peut-être portable et tout, tu te dis, ouais, mais je sais que je peux encore, tu vois, toujours cette idée d'être au top du truc, de te dire, je sais que je peux encore aller chercher autre chose. Et du coup, je dis, est-ce que je peux développer un gros business? Je suis en train d'essayer de faire ça là cette année. Hein. Mais on a déjà, en fait, dans la partie com, un bon business qui tourne. Mais tu vois, par exemple, se lancer dans le chatbot et tout, c'est un challenge, on va voir si ça passe ou pas. Tu vois, c'est un jeu, en fait. Ok. Et je trouve ça beaucoup plus excitant en fait que de donner pour quelqu'un, etc. Donc c'est l'idée de jeu et de challenge. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est que je pense que je ne finirai pas, tu ne me verras pas à 35-40 ans sur Internet. C'est-à-dire que l'idée de créer un business, d'aider les gens,
de scaler, on va dire. C'est toujours une idée, etc. Mais il y a toujours cette idée de finir sa vie tranquille. Donc, c'est-à-dire De sortir le plus tôt possible, quoi, finalement. Voilà. Jusqu'à 50 ans, mettre des posts Instagram et impossible. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos médias, c'est parce qu'on va commencer à faire certains investissements, etc. Et il y a un chiffre derrière? Est-ce que c'est un chiffre qui va faire que tu sors du game, entre guillemets? Ouais, est-ce que c'est un âge? Est-ce que c'est un montant? C'est quoi? Moi, en fait, c'est par rapport aux revenus que je vais pouvoir générer grâce à des investissements. C'est à partir du moment où je génère 10K par mois grâce à mes investissements. Donc, c'est-à-dire, je gère mes investissements, j'y crois pas ou je ne fais rien, mais en tout cas, juste la gestion, je pourrais arrêter. Et donc là, du jour au lendemain, tu drops tout? Bah, je laisse pas tomber les gens si je suis en, tu vois, mais ouais, je vais stopper, quoi. Parce que j'ai atteint, je suis financièrement OK. Je peux faire ce que je souhaite. Après, peut-être ce que je souhaiterais, c'est créer un autre business. Je ne sais pas. Mais à un moment, je pense que dans ta vie, bon, moi, on est encore jeune et tout, mais dans ta vie, je pense qu'à un moment, tu fatigues. Et je veux anticiper cette fatigue, en fait. Et commencer à travailler plus intelligemment, on va dire. Ok, est-ce que tu penses que d'ici là, tes objectifs vont changer, tes plans vont changer? On verra. Après, je change rarement. C'est pas que je change rarement de plan, je change beaucoup de plans, mais la vision globale, elle change pas en fait. C'est de se dire, je suis à l'abri financièrement, parce que pour moi, 10K moins, c'est OK. Et j'ai pas besoin de toujours ouvrir mon ordinateur tous les matins, travailler à fond. Là, j'aime bien, mais je me dis, le cerveau, je me dis humainement, à un moment, ça va fatiguer. C'est comme ça, Internet, en plus, ça va trop vite. Là, il y a déjà des news, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on est sur Internet, il y a des gens qui sont débarqués nulle part, qui ont fait des trucs de fou. Il y a tous les petits jeunes, j'ai envie de dire, qui arrivent. Voilà, à un moment, c'est un peu comme ça va être un peu bizarre la comparaison, mais c'est comme quand tu es sur le rinté, quoi. À un moment, tu es trop vieux, tu next et l'autre prend ta place et c'est OK, c'est normal. Moi, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre qui était là avant moi, qui a fait son vie sur Internet et peut-être qu'on ne voit plus. Et c'est un cycle. Donc moi, je veux préparer cette retraite. Très bien. À peine 2 ans à bosser, on veut déjà préparer la retraite. C'est une façon de voir les choses. C'est intéressant. C'est intéressant. Antonio, toi, comment tu l'as vécu ce changement, ces transitions, ces envies? Je sais que t'es dans l'extrême, t'es dans l'intensité. Tu aurais voulu contrôler le monde et avoir le monde dans ta pomme et tu aurais voulu vivre la semaine de 4 heures. Aujourd'hui, comment tu te positionnes et qu'est-ce que tu vis par rapport à ça? Ben, je suis un peu dans la même logique que Ludivine dans ce sens que je pense que je suis pas on va dire, je suis pas un dionysiaque, mais je vais dire que j'aime prendre le temps de vivre, tu vois. En fait, ça fait exactement penser à l'interview que tu m'as envoyée sur Damso dans Click. Il est fort, hein? Dit, je veux pas qu'on me fasse chier. Et ben, je suis à ce stade-là. Je veux juste pas qu'on me fasse chier. Je veux pas que Facebook me bloque. Je veux être tranquille. Je veux faire mon bif, réussir, investir, faire step back, regarder, gérer, mais sans. En fait, je veux mon temps. C'est ce que disait un gars qu'on a rencontré ici au Sénégal, il s'appelle Raphaël, avec Hugo, le copywriter. Il disait Hugo, le copywriter. Et il disait, ouais, il faut créer un empire du temps, mais c'est vrai. Franchement, c'est pour ça que Ludivine parle de 10K, mais elle a raison. En gros, si un jour on a généré 10K de revenus passifs, quand je dis passif, attention, je ne suis pas dans l'idéologie, on ne fait rien, il y a toujours des choses à gérer. Mais que je ne suis pas obligé de faire tous les jours 8 heures, 15, 16, 17 heures pour faire tourner un business, et que c'est bien délégué, c'est propre, ça tourne, et j'ai juste à bien gérer des affaires, je serais content. Parce que il y a une déshumanisation pour moi qui est extrême dans le monde d'Internet, même si c'est marrant, c'est que c'est un paradoxe. La vie, c'est un paradoxe. C'est qu'on est tous connectés, on se parle tous, on échange tous, mais il y a une déshumanisation. On n'a jamais été aussi peu connectés finalement. Extrême. Et moi, j'ai besoin de me reconnecter. En fait, je suis très terrien, tu vois, dans le sens où j'ai besoin de me reconnecter aux gens. Tu vois, limite, je vais pas faire des hugs à tout le monde dans la rue,
Mais l'idée d'être avec des gens, de discuter avec eux, comme on faisait à Bangkok, tu vois, un peu, on s'asseyait, on discutait, bah, tu vois, je pourrais passer peut-être pas toutes mes journées, mais il y a cette idée. Si. Avec un peu de vin, un petit peu de café, tu passes tes journées, y a pas de problème. Si, tu vois, et je pourrais le faire. Et ça serait, ça, t'as un objectif, tu vois. Mon objectif, c'est par exemple. Je me lève le matin, je prends le journal, le café, face à la piscine, j'étends les yep. Ah ouais, et si je reprends par exemple, mon objectif, c'est par exemple reprendre des études à distance, hein, je vais pas aller à la fac, mais de la formation à distance. Je veux me dire, bah voilà, j'ai un côté qui me permet d'être tranquille. Je vais reprendre des études de sociologie, de philo, d'histoire de l'art. Bah, je fais un cursus en accéléré d'histoire de l'art depuis chez moi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un travail pour moi. Je veux devenir ébéniste, c'est un travail. Je veux devenir pianiste, c'est un travail. Je veux devenir boxeur pro, c'est un travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois cette nuance de me dire, je fais des choses pour moi. Et c'est ça c'est l'expérience-là qui me passionne. Le e-commerce, ça ne me passionne pas plus que ça. Les chatbots, ça ne me passionne pas plus que ça. He said it! Oh wow! Breaking news! Oh my god! Non, mais tu vois, c'est pas un truc qui me passionne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, j'aime l'apprentissage culturel de manière générale. Tu vois? Même si c'est une forme de culture internet, tu apprends des choses. J'ai jamais eu autant de connaissances d'un point de vue média buying, tout ça depuis que je travaille, c'est énorme. Mais moi, j'ai un besoin plus. Je suis un émotionnel, tu vois. Ouais. J'ai besoin de c'est pas fleur bleue, mais j'ai besoin d'émotions, de sentiments, de trucs, tu vois. Tu as besoin de sentir. J'ai besoin de sentir, tu vois. Et je sais que, et c'est pour ça que par exemple à la fac, j'aurais jamais fait avocat. C'est trop pratique. C'est des matières trop. Il faut aller plaider, ça me rend fou. J'aime pas ça. Moi, j'aurais fait prof, tu vois, prof. Chercheur. Chercheur, j'aurais étudié la science. J'aime les côtés théoriques et esthétiques des choses. Tu vois, j'adore l'esthétique. J'aime pas la pratique. C'est peut-être lié à mon caractère, je sais pas. Mais j'adore l'esthétique dans les choses, l'apprentissage, la science des choses. J'aime pas pratiquer les choses. C'est pas un délire, tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je rejoins Ludivine. On n'a pas les mêmes causes, mais c'est le même objectif, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, j'ai 10K qui tournent, je suis tranquille, elle peut continuer à faire les activités qui me plaisent, moi je peux continuer à être dans mon délire, tu vois. Et justement, du coup, comment on voit le futur maintenant? Vas-y en premier, Antonio, parce que c'est là-dessus que tu as l'air briller. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras tes 10K par mois? Comment est-ce que maintenant tu vois demain? Je reprends, je pense que je vais reprendre déjà toutes sortes d'études, mais tout à distance. C'est-à-dire que je vais faire un cursus de socio, un cursus de philo, un cursus d'histoire de l'art, toutes les matières un peu théoriques comme ça, et purement intellectuelles. L'intellectualité pure, tu vois. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va motiver tes décisions de reprendre des études? Mis à part de prouver au petit Antonio qu'il était pas si con. Eh ben c'est ça, non mais il n'y a que ça. En fait, j'ai tellement été un débile. Parce que c'est le mot débile. Il fallait me voir à 15 ans. Frère. La coupe tectonique et voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment débile. Et j'ai tellement été débile d'un point de vue intellectuel pendant longtemps que j'ai besoin pour moi de me dire, il faut que j'apprenne. En fait, il faut que j'avale des connaissances. J'ai un besoin, j'ai une soif d'apprendre, d'intégrer en moi des connaissances multiples, tu vois. Mais dites de la culture légitime, entre guillemets. Parce que je veux dire, la musique classique, l'histoire de l'art, tu vois, toutes ces matières-là. Et parce que ça te passionne, parce que ça te provoque des émotions, ou juste pour pouvoir dire j'ai avalé la connaissance? Non, ça me fait kiffer. Hein. Là, je suis en train de lire Dostoïevski, c'est un auteur russe, ça s'appelle Crime et Châtiment. C'est barbant, bien, pourquoi tu lis ça? C'est barbant, c'est les Russes, tu vois, c'est des pavés comme ça, des bouquins, et c'est long, et ils détaillent la couleur de la plante, elle est bleue, pendant des heures, il est dans un petit champ de 10 mètres carrés, il va t'expliquer la poutre, où elle est positionnée, si les vis, elles sont rouillées ou pas, tu vois, des trucs de fou. Et elle me dit, pourquoi? Bah, moi, je kiffe, en fait. En fait, j'aime les activités désintéressées. Économiquement, j'entends. J'adore ça, j'adore me passionner pour des activités que je sais, le bénévolat, par exemple. Je serais capable d'ouvrir un refuge pour animaux.
Ici, il y a un truc qui s'appelle le Diambar, c'est pour les futurs footballeurs. Alors, il y a beaucoup de footballeurs sénégalais qui jouent en France, des professionnels, qui sont passés dans cette école-là, Diambar. Et ben, je suis capable d'aller faire du bénévolat, Diambar. Tu vois, aider les gamins, les éduquer au foot, c'est des trucs. Vraiment, en fait, c'est le point central, c'est le désintéressement économique. Et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui pour arriver à un stade où je peux faire des activités qui sont totalement désintéressées d'un point de vue économique. Et là, je pense que j'aurais réussi. Ce sentiment de pouvoir faire des tâches désintéressées te font sentir riche? Ouais, clairement. Ouais, de fou. Ça me fait kiffer, ça me procure des émotions de me dire, bah, le matin, je me lève, je fais 3 heures de sociaux. C'est même pas pour un métier, c'est même pas pour quelqu'un, c'est juste pour me faire kiffer. Et après, voilà, j'ai kiffé ma vie, je suis content. Et basta. Ok. J'adore. Ça, c'est mon kiff. Donc vivre avec un intellectuel, Ludivine, ça va être ton futur. Visiblement, tu n'auras pas trop le choix. Et peut-être il va renouer avec ses passions du football. Et toi, du coup, maintenant, là, est-ce que tu veux toujours devenir vétérinaire ou peut-être que tu vas acheter un chien ou peut-être que tu as autre chose à faire? C'est quoi la vision de demain? J'ai pris ma douche, frère. Pourquoi il y a une mouche qui me court après, là? Est-ce que tu veux dire? Grave. Non, moi, j'ai pas cette envie de reprendre des études, j'en ai assez fait, c'est bon. Si là, j'avais 10 cas par mois qui tombaient tranquille, je pense que je trouverais toujours des projets à monter, mais la visée ne serait pas forcément... parce que c'est pas pour vivre, en fait, ce sera un plaisir, tu vois. Par exemple, des projets associatifs, ou revenir un petit peu, moi je dis dans le jeu visuel, peut-être des projets qui mettent en valeur certaines choses grâce au film, grâce au scénario, des choses comme ça, tu vois, l'écriture aussi, j'aime beaucoup. Des choses comme ça, je prendrais du temps pour faire des projets, en fait, qui ne sont pas forcément des projets où je dois gagner de l'argent dessus, tout simplement. Mais ce ne seraient pas des projets universitaires ou quoi. Des projets passion, quoi. Ouais, sur les bancs de la fac et tout, c'est pas... Non. On est à peu près à plus de 600 000 € que vous avez généré avec votre activité depuis 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça? Plus ou moins? Ouais, Est-ce que vous imaginiez des chiffres pareils, que vous étiez capable de le faire? On s'est même pas imaginé qu'un chiffre pareil c'était possible d'avoir. Déjà, tu te rappelles même quand on parlait des premières boutiques et on avait fait 500 € au jour à un moment. Déjà, rien que pour nous, 500 € une journée, c'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est ce que mon père gagne à la semaine. Tu vois? C'est incroyable, tu me dis, ah ouais, c'est possible. Et en fait, les premiers jours comme ça, tu fais 500 000 € par jour, après tu te dis, ah, je vais aller chercher plus, frère. Si je peux faire 1000, je peux faire 5. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ne pas aller chercher? Puis après, franchement, c'est une barrière mentale au début, quand tu es débutant et que tu te dis, ouais, maintenant, 1000 c'est déjà énorme. Mais quand tu les as pas, tu te dis, allez, je vais aller chercher 2, je vais aller chercher 3. Et après, c'est plus pareil, dans la tête, c'est. Tu fasses 100, 200 ou 600 ou 2 millions, bah c'est. Il y a toujours la barrière d'un million qui est un peu historique, mais du reste, dès que tu as dépassé 1K, 2K jour, après, c'est pas que tu vois plus l'argent, c'est pas possible. Mais tu n'as plus cette barrière, la barrière de l'argent, elle a disparu, c'est fini. Bah, le mindset c'est complètement différent. Aujourd'hui, on lance un produit, limite, s'il ne fait pas 1K jour, le truc, tu te dis, ouais, limite, t'es là, je ne sais pas si je vais continuer à le faire et tout, tu vois. Parce que tu n'as plus du tout le même rapport. Alors qu'avant, un produit, tu fais 3-4 ventes, tu te ramènes, voilà, à la fin du mois, tu fais ton salaire, mais tu es complètement fou, tu vois. Tu te dis, mais c'est magnifique, c'est incroyable et tout. Après, c'est différent, c'est différentes aspirations que tu as avec un. Une attente différente. Et puis surtout, le problème qui est un avantage, c'est que dès la première boutique, pouf, ça fait la folie. Donc on n'a pas eu ces steps des débutants, de certains débutants, où ils commencent par une vente un jour,
une vente dans 3-4 jours. Puis pendant des mois et des mois, il rame, il essaie de travailler pour s'en sortir. Nous, première boutique, pouf, pouf, c'est directement la lune. Donc la barrière, elle a pété en 20 secondes, tu vois ce que je veux dire? On se dit, bah vas-y, il n'y a rien. De toute façon, si on peut le faire une fois, on va le faire 10 fois. Et donc nous, le fait, c'est que ça fait tellement vite qu'on s'est dit, bah voilà, on y va quoi. On y va parce qu'il n'y a pas. En fait, comme on n'a pas eu de difficulté, et c'est peut-être pour ça que parfois on est un peu changeant sur certains business, parce que comme tout va très vite en général, on lance un produit, 3 jours, bam, 5 jours, on se calcule. On lance l'histoire de chatbot, ce que dit un expert là-dessus, boum, on trouve des clients. Et à chaque fois, ça va assez vite. Peut-être parce qu'on est un peu bon. Excusez-moi. Je ne voulais pas le dire. Excusez-moi. Mais l'idée, c'est pour ça que des fois on est un peu changeant, mais je pense que c'est ça qui a fait aussi que la barrière elle a sauté, que c'est ici entre guillemets pas de faire de l'argent, mais les sommes, on n'est pas troublé par les sommes. Tu vois ce que je veux dire? Quand il faut lâcher 2 000 € pour un prestataire, 3 000 €, on va les lâcher. Parce qu'on sait que derrière ça va nous ramener. Qu'aujourd'hui, certains se claquer même 1 500 € pour un coaching, ils vont un peu bégayer. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tu nous dis 1 500, t'inquiète pas, ça va venir, on t'a investi 1 500. Tu vois, c'est pas un problème. Ouais, ça aussi, ça a changé. Moi, j'étais beaucoup plus en mode pixou qu'Antonio d'ailleurs. Antonio, c'est un gros dépensier à la base. Je suis carré. C'est les deux opposés sur l'argent, c'est complètement différent. Et justement, comment a changé votre rapport à l'argent depuis que vous en gagnez? Exactement. Parce qu'il faut savoir que la première fois que vous êtes parti en voyage, vous avez bossé chacun de votre côté, l'un sur les chantiers en intérim, l'autre à aller au collège faire pion, machin. Vous avez économisé l'argent que vous aviez sur 1 an pour financer un tour du monde en sac à dos. Où vous étiez clairement en mode clochard, entre guillemets, où on fait attention à chaque euro dépensé, sur les nuits, sur la bouffe, sur le truc. Bon, bref, vous connaissez le voyage en sac à dos, quoi. Et aujourd'hui, vous générez effectivement plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Il y a un gap un peu. Et donc, quel a été votre rapport à l'argent venant des familles dans lesquelles vous êtes venus, avec le goût de, dans tous les cas, ok, on n'est pas trop con, on a compris le truc, on va gagner 2 000 € par mois. Ça, c'était plus ou moins... Tu le savais, si tu signais ce contrat, toi, juste avant de partir, Luluc, tu aurais gagné 2 000, 2 200 € par mois. Voilà, ta petite maison de cité au quartier, tout va bien. Mais là, c'est une autre dimension, c'est une autre vision. Comment est-ce que vous avez appréhendé, géré ça? Moi, je me suis détachée de l'argent. Même si j'ai encore quelques réminiscences de temps en temps, je me suis détachée dans le sens où j'y suis plus investir. C'est-à-dire qu'au départ du business, je faisais tout moi-même. En fait, l'argent ne devait pas sortir de ma poche parce que du jour au lendemain, je pouvais finir là. Tu vois. C'est un peu ça dans ma tête. En mode, si j'y arrive pas, peut-être c'était. Puis au départ, c'est mon premier coup, je dis ah ouais, en fait, ça se trouve, c'est qu'un coup de chance. Et il va falloir que, tu vois, peut-être. Voilà, dans la vie, ça arrive de la chance et peut-être que. Bien sûr. Et du coup, il y a eu cette réflexion de se dire, il ne faut pas tout dépenser. Donc là, je pense que j'ai mis un frein quand même à Tonio. En mode, reste tranquille frère avec les dépenses là. Reste un peu tranquille avec la carte bleue. Non mais avec l'argent qu'on a généré sur notre première boutique, en fait finalement, on a duré hyper longtemps avec cet argent. Cet argent, il a duré peut-être plus d'1 an. Ouais, sans travailler. Plus d'1 an. Et en fait, on a voyagé. On n'a même pas. On a commencé à se dire. À faire des petits tests et tout, mais tu vois, on n'était pas poussé par le truc. Et c'est après qu'on a commencé vraiment à se mettre à fond dans le business. Mais je pense, tout ça pour dire, je sais plus ce que je disais. Ouais, je me suis détachée. T'as levé un peu la grappe, quoi. T'as appris à dépenser. Voilà, je suis plus tout moi-même, j'investis et tout, mais je reste assez tranquille sur ce que je gagne. Aujourd'hui, mes parents ne savent pas comment je gagne, quoi. Et est-ce que vous avez eu, moi parce que je trouve que vous avez très très bien géré justement cette partie, contrairement à moi, on va se le dire. Et Nick, frère, je sors de la douche, respecte-moi un peu.
Waouh! Vous avez très bien géré cette partie, vous n'avez pas dépensé votre argent trop vite, vous n'avez pas fait de caprice de nouveaux riches un peu débiles qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Vous avez bien géré votre argent, vous l'avez stocké, vous avez fait les écureuils, vous avez effectivement au début mis un peu de temps avant d'investir, etc. Mais finalement c'est venu. Comment est-ce que vous êtes fait des kiffs? Est-ce que Qu'est-ce qui vous a donné ce mindset justement d'être intelligent avec l'argent, quoi? Ouais, après, avec le recul, je pense qu'on aurait pu être encore plus malin que ce qu'on a été. Ok. Vraiment. Demain, tu me donnes la somme que je générerai là, si ça se trouve, je travaille même plus. Ok. Si t'es malin, je pense que. Et si ça nous là, si on peut le refaire. En fait, je pense qu'on a été malin, donc on n'a pas été dans l'extrême, en mode je dépense tout et tout. On va dire qu'on était dans la moyenne, on aurait pu être plus loin encore. Mais bon, ça, tu vois, t'apprends. Réinvestir l'argent directement en fait plutôt que de partir en voyage pendant un an. Mais après, t'as fait le kiff d'une vie de faire un voyage pendant un an sans te poser de questions aussi, non? L'expérience a été ouf, on s'est fait des kiffs, on s'est pris aux Philippines pour l'anniversaire de Tony, on a pris, c'était une chambre avec une piscine privée et tout, le gros délire, vraiment ouf. Donc quelques caprices quand même, quelques cadeaux quand même. Ouais, mais pas. On n'est pas trop, c'est parce qu'on n'est pas trop aussi contre. En fait, on n'est pas trop. Même Pas si je suis une carène, mais bizarrement, c'est pareil, on dépense, mais sur certains trucs à certains moments particuliers. Par exemple, on va pas aller s'acheter des dernières Nike à 500 balles ou des pubs à main, ou je vais pas aller chez Livy pour acheter des trucs. Mais demain, tu me dis, viens, on va dans un resto de luxe 5 étoiles où le plat coûte 90 balles et faire ouais, allez, c'est parti. D'accord. Vous avez pas de petit sac à main Chanel. Ça fait 2 semaines que je dois aller acheter ça. J'ai la flemme. En revanche, j'ai dit, viens, on va manger dans un restaurant de luxe à Dakar. Ce soir, on est parti. C'est différent. Tu vois, c'est génial. D'accord. Moi, je me souviens la première fois, c'était mais tu te rends compte? Là, si j'atteins mon objectif du mois, on va à Rome et on se paye un guide pendant une semaine. C'est ça. Ça peut changer. On l'a fait. Hein. On l'a fait. Mais non, mais c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Là, on a hâte d'aller à Florence, par exemple, pour faire les musées, par exemple. Tu vois. Et c'est là-dedans qu'on dépense notre argent. Plus que dans le. Même si je suis un peu coquet parfois, j'aime bien m'habiller, tu vois. Surtout quand je vais en Italie. Quand je vais en Italie, j'ai cette recrudescence du fantasme. C'est la réminiscence du truc. Il faut que je m'habille bien quand je suis en Italie parce que. Comment vous avez fait pour professionnaliser votre activité? Qu'est-ce qui a fait la professionnalisation de l'activité? De justement sortir du coup de chance, qui d'ailleurs, soit dit en passant, on l'a tous vécu, il y en a juste très peu qui ont le courage de l'accepter et de le dire. On l'a tous ressenti, hein, cette estime de soi proche du niveau moins 1000, après un premier succès, quand il faut faire quelque chose ou quand tu essaies un truc et que ça marche pas. J'en parlais d'ailleurs avec Fab qui est passé dans la semaine ici, là. Et il me dit j'ai été terrorisé à l'idée que j'ai eu un coup de chance et donc j'ai essayé de sécuriser des billes financières machin et je me suis dit comment est-ce que je vais me sentir si c'était qu'un coup de chance et si je ne suis capable de rien. Et puis on se disait bon bah voilà, quelques années plus tard en fait avec beaucoup de travail on annule beaucoup de choses quoi. Comment est-ce que vous l'avez vécu du coup ça et la professionnalisation finalement? Comment vous êtes devenus des vrais entrepreneurs en fait? C'est un peu ça l'idée, ou la professionnalisation de votre métier, même si finalement dans le métier on a plein. Bah, c'est le mental en fait à mon avis parce que il a fallu se prendre au sérieux. Quand tu penses que tu as eu un coup de chance et que voilà, t'es là, tu sais pas trop si tu vas ce que tu vas faire, etc. Tu te prends pas au sérieux, tu n'investis pas forcément, tu vois, t'investis pas dans des formations, t'investis pas dans du matériel. T'investis pas dans. Voilà, tu bosses de ton canapé, tu réfléchis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant et tout. Et puis en fait, ton environnement reflète que tu te prends pas au sérieux, tu vois. T'es là, tu travailles dans ton salon, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et je pense que c'est à partir du moment où tu te dis non, moi, voilà, c'est mon taf, je suis entrepreneur, faut que j'investisse, faut que je m'entoure. Pour moi, ça passe par l'entourage, se professionnaliser, donc trouver des experts dans des domaines. Tu sais que toi, tu ne sauras jamais faire ce qu'ils font, chacun son domaine, tu vois.
Et c'est bête, mais tu vois, là, mon ordinateur, il est posé sur un support, j'ai un clavier, j'ai une souris. Avant, j'avais pas ça. J'ai une chaise de bureau. J'ai un bureau. T'as un bureau Machallah, le bureau. Et tu vois, le matin, tu arrives dans ton bureau, tu te dis, ok, c'est un vrai métier, je dois bosser et je me prends au sérieux, je travaille sur mes skills, j'investis sur moi-même, je prends des formations, il y a des gens qui m'ont appris plein de choses. Et je pense que c'est pour professionnaliser, en fait, il faut se dire dans sa tête que tu es un pro, en fait. Parce que sinon, tu restes toujours un peu au stade, tu bosses vite fait sur un coin de table, et puis voilà, quoi. Comment tu l'as vécu, Antonio, toi, la professionnalisation? Moi, c'est la même. Moi, j'avais du mal. En fait, je suis encore parfois très méfiant vis-à-vis de ceux qui vendent des formations ou qui te font miroiter une vie de luxe à travers l'entrepreneuriat. Pour le coup, tu viens vraiment du terre-terre, toi. 80% de ta famille, en termes de bons clichés, bosse dans le dur, c'est le cas de le dire. Dans la pierre, t'as fait les chantiers, frérot. Et donc, effectivement, là, il n'y a rien de matériel, tout est immatériel. Tu achètes du vent. Exactement. Non, mais moi, ouais, j'ai eu du mal pendant longtemps, même encore parfois aujourd'hui. Je me dis, je vois les vendeurs de formation. Il y en a, ils sont bons, c'est certain, il y en a, ils donnent de la valeur, comme toi, par exemple, ou d'autres, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, ouais, mais. À toi, non, je me dis pas ça quand je te vois toi, parce que ça serait ouf. Mais des fois, je les vois passer, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, ouais, vas-y, c'est de la merde, tu vois. Ils te vendent de la merde, en fait, en réalité, c'est chez lui dans sa maison, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Il a loué une Ferrari, ça lui a coûté toutes ses économies, et il va te vendre un truc. Alors que parfois, non. Et j'ai eu du mal pendant des années, les premières années de business, à me dire, non, ils vont m'apprendre des trucs, sois moins dans l'ego, ils vont t'apprendre des trucs, et même si t'apprennent rien, il y aura peut-être un petit truc dedans qui va t'apprendre quelque chose. Je te parlais pas. Et, donc la professionnalisation pour toi, c'est vraiment passé finalement à travers la formation, quoi. Ouais, et se dire que ceux qui te vendent des trucs, il y en a que c'est vrai, c'est de la merde, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent bien et qui ont une bonne formation à 500 ou 1000 euros, 500 ou 1000 euros. C'est pas forcément des arnaqueurs et ils ont des skills, ils ont des choses à t'apprendre, ils ont créé un business eux-mêmes, et voilà. Et en fait, c'est juste une question de mindset, encore une fois, c'est de ne pas être dans la méfiance tout de suite. Il faut être dans la méfiance parce qu'il faut toujours double-check tout, mais il faut quand même se dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à m'apprendre. Et c'est en passant par là, en m'entourant, par exemple, dans la tribu Advance, etc., avec Ben, avec Tristan, avec David, avec et avec tout le monde, ça me permet de me dire, ah ouais, il y a des gens qui sont sérieux, qui travaillent et qui peuvent apprendre des choses. Et ces gens-là, je peux les écouter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe surtout par la confiance, en fait, à mes yeux, professionnels. C'est quand tu dis que c'est OK, que tu peux faire confiance à des gens autour de toi dans le business, et tu t'entoures correctement, tu dis, ah ouais, ben, c'est possible. Bon, allez, je vais prendre ça, moi, je vais m'acheter un bureau, bon, allez, je vais m'acheter une caméra, bon, allez, j'y vais, quoi. Tu vois? Je pense que c'est ça. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vous présentez? Qui est-ce que, selon vous, vous êtes, d'un point de vue professionnel? Est-ce que ça a changé votre identité, etc.? Avant, on se présentait comme des e-commerçants. Maintenant, je me présente comme une coach chatbot parce que j'ai des entrepreneurs à développer leur chatbot. Mais au tout début... Mais hors du marketing et de ta punchline, comment toi tu te vois, comment toi tu te sens? Est-ce que tu te sens entrepreneuse? Est-ce que tu es une entrepreneuse? Est-ce que tu es juste une meuf qui utilise l'entrepreneuriat pour arriver à tes fins financières et en fait, bah les couilles? Comment est-ce que toi tu te sens? Comment est-ce que toi tu te vois? Moi, je pense que je suis entrepreneur. Je suis entrepreneuse. On dit entrepreneuse ou entrepreneur? Je pense qu'on dit les deux. Et j'en sais rien. Mais ouais. Pour moi, je suis... Parce que même si demain je quitte Internet, je pense que je créerai des projets hors Internet qui seront des projets entrepreneuriaux. Donc, moi, je n'ai pas de doute là-dessus maintenant. C'est bon. C'est passé. Donc, tu es une entrepreneuse aujourd'hui. C'est comme ça que tu te considères, c'est comme ça que tu te vois. Est-ce que tu penses que tu l'as toujours été et que ça a été un élément déclencheur pour que tu le vois?
Ou est-ce que si t'avais jamais fait ça, t'aurais pu bosser dans le ciné et puis t'aurais été la troisième ou la quatrième main sur des projets que t'aurais jamais initiés? Non, je pense pas. Parce que même quand, je pense que j'ai toujours été, parce que même quand j'étais en études, j'ai fait des projets de mon côté. Donc, je pense, j'aime bien cette idée de me débrouiller, de ne pas avoir de dépendance. Ok. De me débrouiller seule. Là, on est deux, évidemment, dans le business, mais De créer des choses. Imagine le pire demain, si par exemple je me sépare de Tonio, ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune dépendance financière à personne. Et que ce soit dans la sphère privée, en couple, ou un patron, etc. J'ai aucune barrière, puisque l'argent, je sais le faire, et l'entrepreneuriat, j'ai compris un peu le game, on va dire. Ok. Même si c'est toujours. Et c'est ça qui me plaît, de dépendre de personne. Comment tu te vois, toi, Antonio? Tu te considères comme un entrepreneur? Tu te considères comme... tu te considères comment? Comment tu te vois? Quelle est l'étiquette identitaire que tu as mis sur ton front? C'est dur. C'est une question particulière. Trouver une réponse à ça, c'est un peu difficile. On va dire que là, aujourd'hui, à l'heure maintenant où on parle, là à l'instant, ouais, je me vois comme un entrepreneur parce que j'entreprends des choses. Mais c'est vrai que moi, le côté, pas salariat, mais semi-salariat en mode prof, où tu vois, tu travailles pour l'État et tu as ta petite bourse de l'État et tu fais que lire des bouquins, ça ne m'aurait jamais dérangé de l'être. Donc en fait, je suis moins entrepreneurial que Ludivine, ça c'est sûr et certain. Ça ne m'aurait pas dérangé par exemple d'être. S'il faut par exemple il y a une grosse boîte et je suis le chef de la boîte, mais en tant que PDG ou assistant bras droit de quelqu'un, ça ne me dérange pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que dans. Comment ça s'appelle? Le film avec Denzel Washington American Gangster. J'allais te dire, il y en a plusieurs, mais ouais. American Gangster, tu vois, au début, c'est le bras droit du boss pour chauffeur. Mhm. Tu vois? Et ben, ça m'a pas dérangé d'être le chauffeur. Ton rôle préféré, ça aurait été El Consigliere du parrain, c'est ça? Exact, c'est exactement ça. C'est ce que tu fais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je veux pas. Moi, j'aime bien être en accompagnement, en entraide. Tu vois ce que je veux dire? Être là, mais je suis pas une âme de meneur, tu vois. Je suis pas. C'est pas mon délire, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas le loup alpha comme certains dans le marketing peuvent se dire. Ouais. Le loup. Moi, j'aime bien être dans la mode. J'aime bien. Je serais un élément moteur. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas le moteur. Je fais partie d'une unité. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne description de toi, je trouve. C'est intéressant. J'aime pas le lead. J'aime pas diriger. C'est pas mon truc de diriger. Et justement, est-ce que cette expérience, elle t'a permis de mieux te découvrir, de mieux comprendre comment tu fonctionnais, tes aspirations, tes envies? Ah, c'est certain. Je sais pas si j'étais pas avec Ludivine et qu'on ne serait pas parti en voyage, je crois que j'aurais jamais entrepris en vrai. J'aurais été un prof à la fac, le doctorant émérite, j'aurais fait faire mes cours, les gamins de 18 ans, j'aurais fait c'est monsieur qui est professeur, il arrive. Tu vois, voilà, basta. Et j'aurais été content dans mon ego, tu vois ce que je veux dire? Ça m'aurait suffi. Maintenant que j'ai vu cette fille-là, j'accepte pleinement, mais je sais que seul, je ne sais pas si j'en ferai autant. Tu vois ce que je veux dire? Je suis avec Ludivine, elle va créer sa brand autour de son image et tout. Ça me plaît de me dire qu'elle va créer sa brand et moi je vais être là en mode, pas manager, mais je vais être là en mode, gérer les trucs, pam pam, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est un rôle qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire? C'est un rôle où j'aime bien ce rôle-là. J'aurais pas pu faire une brand Anthony Linky, tu vois, .com, et je pourrais pas vendre de la formation parce que c'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Et aider et être en accompagnement tout le temps avec une personne qui réussit, être dans son sillage et l'aider, tu vois, la soutenir, l'aider, la guider sur certains trucs, j'adore ça. Tu vois. Ok. C'est vraiment un délire, plus que vraiment être la tête. C'est pas mon truc.
Super. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis en train de bugger un peu parce que j'avais une question en tête et du coup bah elle est dans ma tête, tu vois. Et du coup elle veut pas, du coup elle veut pas sortir. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Non, mais on a parlé de la professionnalisation, on a parlé de l'évolution, on a parlé du sentiment, on a parlé du rapport à l'argent, ce qui sont déjà des choses très importantes, un peu de cette transformation, je dirais. On a parlé un peu de la vision du futur. Quoi dire d'autre? Est-ce que vous pensez qu'on est entrepreneur ou on le devient? On le devient, c'est une culture, c'est culturel. Ok. Euh, ouais, on le devient. Clairement. Clairement, pour moi, tout est culturel. Donc, On peut le devenir très tôt. ou très Je bien. pensais que c'était là à la naissance, Inné. à peine le cordon coupé, mais je pense qu'on le devient. Je pense Par aussi. expérience, du coup, par entourage, par environnement, par. Pas forcément par environnement, mais par expérience. Par rencontre aussi. Quand tu vois, elle est par rencontre. Nous, pour le coup, ça a été par rencontre. Après, par environnement aussi, quand tu vois tes parents galérer et tout, tu te dis. Et après, en fait, un peu la rencontre des entrepreneurs, c'est un peu ce qui est le feu aux poudres, tu vois, c'est un peu le déclencheur. Tu te dis, tiens, il y a quelque chose. Tiens, il est aussi con que moi, pourquoi pas moi? Non, mais on va pas se mentir. En fait, je sais pas, je me suis toujours dit, mais ça, je pense qu'en fait, c'est tout être humain. Je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente de celle des autres. Complètement. 100%. Voilà, mais je me dis, tout le monde peut-être se dit ça, mais au final, il y a peu de monde qui a une vie différente des autres, tu vois. Donc, mais moi, je cherchais toujours à trouver un truc différent, et le fait de rencontrer des entrepreneurs, etc., c'est sûr que ça a déclenché des choses qui étaient sûrement là de base et qui s'étaient construites au fur et à mesure, et les rencontres, ça a été la goutte d'eau, en fait. Parce que je pense pas que tu peux peut-être rencontrer des gens et dire, oh, bah tiens, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est parce que tu fais les choses que tu y crois ou est-ce que c'est parce que tu y crois que tu les fais? En gros, est-ce qu'on est sur un Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, ou est-ce qu'il faut avoir la foi? Typiquement, est-ce que c'est la foi que tu es allé avoir une vie différente? Quand je dis foi, elle n'est pas religieuse, hein, c'est vraiment une croyance indestructible, super puissante. En ce truc de, bah ouais, je vais avoir une vie différente, ouais, je vais y arriver, oui, je suis quelqu'un de spécial, ou oui, j'ai un futur X ou Y qui m'attend. Et donc, du coup, je fais les choses avec une énergie complètement différente, ou c'est parce que tu fais les choses que du coup, tu y crois? Non, moi je crois que le truc de départ, c'est que dans ta tête, tu y crois à fond. Et même si tout le monde te dit que non, toi tu y crois à fond. Moi je voulais, tu vois, mes parents, je leur avais dit que je voulais gagner, et on est au stade où je voulais être salarié, tu vois. Je voulais gagner une certaine somme, attention quand même, tu vois, enfin voilà, des trucs. Si tu y crois, tu y arrives. Pour moi, t'as pas de limite. Si tu crois demain que tu vas devenir, j'en sais rien, moi, je vais devenir lutteuse sénégalaise, parce qu'ici il y a de la lutte, mais je vais le devenir, parce que je vais y croire à fond. Si je viens, Antonio, on fait un vlog découverte de la lutte sénégalaise au pays, c'est sûr. Je veux te voir en petit slip. En y croyant, tu vas faire les actions parce que tu y crois de toute façon. Tu vois, donc tu vas faire des actions pour te dire, mais de toute façon, c'est normal, ça va le faire, je suis en train de le faire. Et comment on crée cette foi, du coup, alors, quand ça n'existe pas? Ça. Parce du coup, il faut quand même croire en quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe que dans ta tête. Bah ouais, mais ça, je ne sais pas. Au final, comment se crée. tout est relatif, rien n'existe réellement, tu vois. Donc tout est dans la tête. Au final, un peu. Dans le sens où. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est un point de vue qu'il faut acquérir. Ouais, après c'est aussi. Nous, on est drivé. Pour ma part, moi, je suis drivé par ma famille, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis que mon daron, là, on met la retraite, il faut que tous les mois, je donne de l'argent, tu vois, même si, au fond, lui, il n'a pas besoin. Et je sais qu'il va me dire, j'en veux pas ton argent.
Ça va se préférer. Je veux pas de ton argent. Tu vois. Mais moi, je suis gravé par ça. Je me dis, tous les matins, souvent quand je me lève, je me dis, ouais, bah, les mon daron, ma daronne, ils sont là, ils vont être en retraite, ils vont avoir une retraite de misère à la française, là. On va travailler 40 ans, merci des bons services, bon loyaux services pour l'État, et on te donne une misère, et je veux pas que mes parents galèrent à se payer des médicaments, des choses comme ça, tu vois. Donc ça drive. C'est le passé, c'est la culture, c'est plein de choses qui vivent. En fait, la foi en Petit virement automatique du coup, petit 1000 balles en automatique qui va partir. bah, bien sûr, tous les mois. Et le truc, c'est que cette foi-là n'est que la conséquence d'un passé culturel qui te drive en fait, de ce que tu as vécu. Si tu as vécu toute ta vie dans une vie où tu as été chéri, mais de manière avec la cuillère en or, tu es d'une bonne famille, tu as une très grande famille, peut-être pas noble, mais papa et maman, ils sont très riches, ils gagnent tous les 10 000 euros par mois en salariat, etc. Tu n'auras pas le seum pour réussir. Ce qui est normal, mais ce n'est pas de la faute de l'enfant, c'est qu'il a été élevé et conditionné dans des conditions dans lesquelles la douleur n'est pas là parce que la vie est belle. Il va dans des belles écoles, il va dans un beau endroit, et ça c'est bien pour lui, tant mieux pour lui, tu vois. Mais tu peux demander, bon, il y a toujours des grains de sable, hein, tout n'est pas comme ça, mais il y a des logiques, il y a des logiques, il y a des grandes logiques, et je pense que nous on en est là, et toi aussi, parce qu'on a une famille ouvrière, il y a un seul en nous, on se dit, mais vraiment, je ne vais pas travailler toute ma vie pour 1002, je leur crache sur leur 1002, tu vois ce que je veux dire. Je vais venir 8h, 18h, tu vas me donner 1002, en plus je vais te donner du taf, puis tu vas me dire, il faut que ça soit fait pour demain. Mais fuck you, tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas travailler pour toi. Et ça vient de là aussi, tu vois. Est-ce qu'on est une génération de feignants, comme l'ont dit tous nos grands-parents ou pas? Moi, c'est ce que disait PNL dans un des titres, il disait je suis le plus grand des charbonneurs, pourtant j'ai la plus grande des flemmes. Et moi, je suis comme ça, je suis un flemmard, mais de fou. Mais c'est parce que je suis un flemmard que je fais des trucs en me disant, au moins après, je vais être tranquille, tu vois. C'est parce que je me dis que je suis un flemmard, je sais que je suis flemmard, et je suis un fainéant de fou. Tu vois, j'ai un poil dans la main, je le sais. Mais c'est parce que je sais que j'ai un poil dans la main que je me dis, je vais faire ça et ça comme ça après. Comme ça, après, Ludivine, elle me laisse tranquille. Comme ça, après, c'est fait, le business tourne, machallah, j'ai plus rien à faire. Et je peux m'en poser. Énormément d'ingénieurs en informatique expliquent ça aussi d'ailleurs. Ils sont devenus ingénieurs en informatique par flemme. C'est-à-dire que le travail de base d'un ingénieur développeur est le fait d'automatiser une tâche pour pouvoir ne plus rien branler. Hein. C'est un peu la base du concept. C'était quoi la question déjà? Oui, est-ce qu'on est fait partie d'une génération de fainéants? Ouais, c'est clair. Ludivine, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense pas. Je vois déjà plein de... Pourtant, les seuls mots que tu as à la bouche, c'est 10 000 balles par mois, investissement, plus rien branler. Ouais, mais il faut aller les chercher. Les 10 000 investissements, je travaillais avant. Exact. Je pense pas que c'est être fainéant de travailler intelligemment. Si la génération d'avant... Est-ce qu'on n'est pas présomptueux finalement sur la génération d'avant? En disant ça, en pensant ça? Non, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Je vais jamais reprocher à ma mère de s'appeler tous les matins et d'aller passer le balai. Donc il fallait le faire, elle l'a fait, et tu vas pas aller voir tes parents et dire ah mais je ne comprends pas du tout pourquoi vous n'avez pas entrepris. Non, comme nous. Tu vas perdre du temps. On va voir ce Déjà, tu vas plus jamais sourire de ta vie déjà après ça. Tu vas avoir une part de reconnaissance et jamais de la vie. Attends, de toute façon, en partie, si t'en es là, c'est par l'éducation aussi de tes parents, un minimum. Ça a joué, c'est obligé. Bien qu'il y ait eu des couacs et tout, personne n'est parfait, mais c'est une éducation qui t'a amené quand même, en partie en tout cas, goûter. Et t'étais bien content de manger tes chocolatines parce que tes parents étaient salariés, tu vois ce que je veux dire. À un moment, faut pas... Je suis pas du tout dans ce délire, je déteste ça, le truc, oui, il faut pas faire comme nos parents et tout. Faut quand même se retourner et savoir d'où tu viens. Et si tu veux aller plus loin, tant mieux. C'est très bien, vas-y, mais c'est pas la peine. T'as pas besoin de cracher dans l'eau dans laquelle tu as bu quand tu avais soif, en fait. Ça pourrait être un proverbe africain, ça. Ne crache jamais dans la casbah dans laquelle tu as déjà bu.
J'adore. Il y avait, tu sais, il y avait un putain de JT là dans lequel il mettait les phrases de ce type qui présente la météo, qui à la fin de chaque météo donne un proverbe africain complètement alambiqué qui n'a rien à voir. Je kiffais grave. C'est un truc de ouf. Ici, parfois, ils m'appellent au téléphone, ils me font des phrases. Mais à la fin, tu sais même pas, tu dis oui. Oui. Il faut faire attention dans le crocodile qui dort. Et puis il n'y a pas de fin. Et puis il n'y a pas de fin, tu vois. C'est pas c'est quel accent en revanche, l'accent. Non, mais C'est un accent africain tchétchène. il y a... Oui. Ouais, c'est vrai. Dernière question pour clôturer cet échange, les loulous. Est-ce que vous, qui réfléchissez, qui essayez de prendre du recul, de changer de perception par rapport à votre identité, à votre vie au quotidien, est-ce que vous vivez ce truc du toujours plus? Tout à l'heure, Antonio le disait, 500 000 euros, après t'as envie de 3 000, 5 000, pourquoi pas plus, etc. Comment on fait pour vivre, pour appréhender ce toujours plus? Est-ce qu'il s'arrête un jour? Ou est-ce qu'on est, en tant que pauvre petit être humain, voué toute notre vie à courir après plus, sans être capable de capter le bonheur de l'instant présent? J'ai adoré ma petite question, l'émotion, l'intensité, tout ça, je sais pas vous, mais... Oh. C'est bonne question. Le toujours plus, la course au toujours plus. Je pense que c'est un piège où tu tombes très facilement dedans. Mais si tu réfléchis un minimum, en fait, tu peux toujours avoir plus. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut s'auto-stopper, en fait. À un moment, je me suis mis un chiffre. Et en fait, c'est pour visualiser le truc et dire, à ce moment-là, t'arrêteras. Tu vois. Parce que si tu te mets pas de chiffres, pour moi, tu peux aller, demain, tu vas générer 10 000 en rente, enfin voilà, en revenu passif, etc. Et tu vas continuer, mais à la fin, tu sais plus pourquoi tu continues. Si tu veux continuer parce que c'est ton objectif, tu as réfléchi sur tout, tu te dis, bah moi, c'est ça qui me fait kiffer, je continue, ok. Mais si tu es dans une course perpétuelle à toujours vouloir plus sans forcément peut-être poser la question de est-ce que tu avais besoin de plus, tu vois, toujours la question de la juste mesure. Moi, je me dis, à partir du moment, même si pour certains ça peut être un goal élevé, mais pour moi c'est mon but, à partir de 10 000 qui tombent tranquillou, ça sera fini pour moi. Et je me mets, en fait là je m'auto-stoppe parce que sinon je vais continuer. Et bien sûr que si tu fais, je sais pas, un moment, si tu fais 2, 3, 4, 5, 6, mais pourquoi en fait? Il n'y a même pas de différence entre quelqu'un, je crois que c'est entre quelqu'un qui gagne 75 000 et quelqu'un qui gagne 150 000, il n'y a même plus de différence de niveau de vie, il n'y a plus rien en fait. À un moment, tu atteins un plafond, c'est tout, c'est comme ça. C'est quoi le bonheur du coup? On en vient là, parce que finalement la course, c'est la course à quoi? La course au bonheur. Réussir à être heureux finalement avec ses 10 000 autant qu'avec ses 50 000. Réussir à se contenter de ce que l'on a sans avoir perdu la foi, l'envie, l'excitation de grandir. Pour moi, c'est la plus grosse richesse parce que ça veut dire que j'ai du temps. Et donc là finalement, ouais, on est sur la vision très long terme de Ludivine qui a dit moi je veux du temps, et tant qu'on tend vers ça, on est bien. Exactement. Donc si par exemple, si je gagnais 50 000 euros, imaginons je gagne 50 000 euros par mois, et je travaille de 9h, même si c'est pas 2 heures, donc fallait de 9h à 15h, bah si je gagne 10 000 en travaillant 3 heures par semaine parce que je check où est-ce que j'ai mis mon argent, etc., bah, je préfère gagner 10 000. Tu dis ça maintenant ou t'es sûr? Ouais, je suis sûre. On est trop des flemmards. Certaine. Non, on veut juste être tranquille en fait. Parce que je veux dire, et comme on veut juste être tranquille, on fait le pour et le contre de ce qui. Parce que qu'est-ce que je vais faire avec 50 000? Avec 10 000, je peux voyager autour du monde, je peux faire ce que je veux, je peux dormir où je veux quasiment, dans des endroits sobres, je veux dire propres.
je peux prendre n'importe quel avion, tout le temps, je peux faire des tatouages, je peux aller voir mes parents, je peux donner l'argent pour la retraite à mes parents. En fait, il y a quasiment tout déjà. Est-ce que m'acheter un jean Balmain et m'acheter un costard chez Etro, ça va changer potentiellement le bonheur? Est-ce que ça va augmenter mon degré de bonheur, mon niveau de bonheur? Peut-être pas augmenter ton niveau de bonheur, mais ton niveau de bogossitude un peu au niveau du costume, on va pas se mentir. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est pas possible, parce que je suis déjà au top. T'es déjà au top du top. Écoute, moi ce que je vous propose, c'est de clôturer cette interview un peu bilan après 2 ans sur cette phrase, sur ce proverbe africain magnifique. Non, franchement c'est un cours. Je ne ferai pas l'affront de faire l'accent. Seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Je trouve ça très intéressant, notamment sur la dernière question que j'ai posée. Est-ce qu'on a besoin toujours d'aller toujours plus loin? Là, seul un idiot mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. Et puis, si comme nos amis africains, vous avez de longs chibres, vous avez aussi la 3e jambe parfois qui peut mesurer la profondeur de l'eau. Voilà, excuse-moi Ludivine en ta présence de cette mauvaise blague. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu ce checkpoint. Félicitations bien évidemment pour vos résultats, votre avancée. Si vous voulez retrouver bien évidemment Ludivine et Antonio, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la tribu VIP pour tous les aspirants à aller chercher plus, à aller créer plus dans leur business de consulting ou de formation. Et puis bien évidemment Ludivine Soirée sur les réseaux, on mettra tous les liens dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à aller vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire, laisser un avis si vous êtes sur les plateformes de podcast. On vous souhaite bien évidemment longue vie de repos, longue vie de calme. Je pense que le meilleur cadeau qu'on pourrait vous offrir en DHL ou en FedEx, c'est un hamac. Ça représente bien. Vous êtes dans le mode de la semaine de 4 heures. On vous souhaite d'atteindre bien évidemment vos objectifs financiers le plus rapidement possible, pour que on puisse voir les aventures d'Antonio le potier sur YouTube. Moi, je suis impatient. Je vous dis, je suis là, je frémis d'excitation. Je veux... Mais bien sûr qu'il est capable. Avec un petit béret, une clope au coin de la bouche, le café, là, dans le jardin. Tu sais, t'as Lulu qui a bâti un truc, elle a acheté un manoir. Et l'autre, il est là, il est avec la petite clope et dit « Regarde-moi, je vais te faire un cendrier, mon frère. » Oh là là, Antonio le postier. Écoute, moi je me régale. Beaucoup de chance à nous de nous être rencontrés il y a quelques années grâce à cet ami commun. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous suivre. Merci beaucoup pour ce partage. Et on se donne rendez-vous, bien évidemment, dans de prochains épisodes. Voilà. Gros bisous. Merci à vous, bisous. Ciao, bye. Quel plaisir les amis de pouvoir vous partager du coup l'expérience, la vie, le quotidien maintenant d'Antonio et Ludivine. Je suis très fier, très content de ce qu'ils ont réussi à construire, des décisions qu'ils ont prises, des hauts, des bas qu'ils ont vécus, de l'authenticité avec laquelle ils le font et de leur capacité vraiment à bien gérer tout ça. Ils n'ont pas brûlé trop d'argent quand ils ont commencé à en gagner, ils ont géré ça, ils se sont découverts finalement ce côté entrepreneur, ce côté leader et ils organisent, ils structurent pour se créer tout simplement une vie de kiff, une vie beaucoup plus en adéquation avec leurs rêves, que ce soit en termes de lifestyle, de revenus, de prendre du plaisir au quotidien. Et je pense que ça a réveillé beaucoup de passion, beaucoup de caractère. J'espère que cette interview vous a inspiré. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Et on se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Ciao à tous la famille.